j'ai découvert que mon mari, le père de mes enfants, était mort depuis 20 ans. Je m'appelle Ivana, je suis camerounaise, originaire de Bafoussam, et je croyais connaître la pire des trahisons, jusqu'au jour où j'ai appris que l'homme avec qui je vivais depuis 15 ans était un mort. Pas une image, pas une blague macabre, un mort, bien réel. Et avec lui, j'avais eu 4 enfants. Mais ce que j'allais découvrir allait bouleverser tout ce que je croyais savoir sur lui, sur moi, et sur la nature même de la réalité. À cette époque, ma vie était d'une simplicité presque belle. Je tenais un petit stand dans une rue animée de Yaoundé. Je vendais des beignets bien chauds, dorés et croustillants, qui crissaient sous la dent, et de la bouillie sucrée à la vanille qui réchauffait le ventre et l'âme. Il était 5 heures du matin, ce jour-là. Le ciel était encore d'un noir d'encre, percé seulement par la lueur orangée des lampadaires qui dansaient avec la poussière soulevée par le vent nocturne. Le charbon de mon fourneau brûlait, rouge vif et hypnotique, dégageant une odeur âcre et familière. Et autour de moi, ça sentait la farine chaude, l'huile de friture et l'espoir du jour qui se lève. Les rues étaient presque vides, silencieuses, comme retenant leur souffle. Et c'est là, dans ce moment suspendu entre la nuit et le jour, que je l'ai vu pour la première fois. Un homme, grand, mince, presque élancé. Il avait la peau claire, presque brillante dans l'ombre, comme s'il capturait la faible lumière pour lui seul. Toujours si bien habillé, impeccable, comme s'il allait à une grande réunion d'affaires, même à cette heure indue. Pas un grain de poussière sur ses chaussées en cuir, qui luisaient faiblement. Il marchait doucement, avec une grâce étrange, sans faire de bruit, comme s'il effleurait le sol et ne le touchait pas vraiment. Quand il est arrivé devant mon stand, le monde autour de nous a semblé s'estomper. Il a souri, pas un petit sourire rapide et poli, un vrai sourire, large et sincère, qui illuminait son visage. Un sourire qui désarme, qui te donne l'impression d'être la personne la plus importante au monde, comme s'il te connaissait depuis toujours. Et ses yeux, mon Dieu, ses yeux. Il te regardait avec une intensité déconcertante, comme s'il voyait à travers ton corps, à travers tes mensonges et tes rêves, droit dans l'âme. Comme s'il connaissait tous tes secrets, avant même que tu ne les aies confessés. Il s'appelait Samuel. Au début, il ne parlait presque pas. Il prenait un beignet, un gobelet de bouillie, payait exactement la somme due et repartait. Mais il revenait le lendemain, et le jour d'après, et encore. Chaque fois, il restait un peu plus longtemps, planté là, à me regarder travailler. Il posait des questions simples. Ça va, la journée? Il fait froid ce matin? Non, mais toujours d'une voix douce et chaude, d'une façon qui donnait irrésistiblement envie de lui répondre, de lui confier des morceaux de sa vie. Petit à petit, je me suis rendu compte qu'il ne venait plus seulement pour manger. Il venait pour moi. Et, sans que je m'en rende compte, sans même que je résiste, il a pris toute la place. Dans ma rue, dans mes pensées, dans le fragile édifice de ma vie. Mais en laissant cet homme, cette présence envoûtante, entrer dans mon monde, j'avais ouvert la porte à quelque chose de bien plus grand et de bien plus sombre que je n'allais plus jamais pouvoir refermer. Et moi, naïve, je n'avais aucune idée de l'ombre qui marchait déjà silencieusement à mes côtés. Quelques mois plus tard, ma vie avait complètement changé, métamorphosé. J'avais quitté ma petite chambre en bois, que je partageais avec ma sœur, pour une vraie maison en dur, avec un petit jardin où les enfants pouvaient courir. Les murs, peints d'un jaune pâle et joyeux, renvoyait une lumière douce et dorée au coucher du soleil. Le toit en tôle résonnait fort quand la pluie tropicale tombait en battant, une musique qui me berçait le soir. Le vent faisait grincer doucement la porte du couloir, un son qui était devenu le souffle même de notre maison. J'aimais cette maison, même si, parfois, lorsqu'il était absent, elle me semblait trop grande, trop silencieuse, avec des recoins d'ombre qui semblaient attendre. Samuel avait tout arrangé comme dans un conte de fées. Mariage coutumier avec les robes colorées et les familles réunies, mariage civil à la mairie, des promesses d'avenir, de voyage, de prospérité qui résonnait comme une mélodie parfaite. En un an, notre premier fils, Junior, est arrivé, avec ses petites mains qui se refermaient sur mes doigts. 3 ans plus tard, Nelly, avec ses grands yeux curieux et son rire cristallin. Puis les jumeaux, Ken et Kelly, 2 petites tempêtes inséparables qui riaient tout le temps et remplissaient la maison de leur énergie. 4 enfants, 4 soleils qui illuminaient ma vie. Ils étaient ma fierté, mon souffle, ma raison de me lever chaque matin. Et Samuel, c'était l'homme parfait, attentif, presque devin. Il anticipait mes besoins avant même que je les exprime. Il pouvait me tendre un verre d'eau fraîche au moment exact où la soif allait me faire ouvrir la bouche. Il savait calmer les crises des enfants d'un simple regard, sans jamais hausser le ton, d'une autorité tranquille et naturelle. Quand il rentrait de ses affaires, il rapportait toujours quelque chose. Un fruit mûr et sucré, un petit jouet en bois sculpté à la main, un foulard aux couleurs vives qui dansait au vent. Mais parfois, l'illusion se fissurait. Il disparaissait quelques heures, sans prévenir, sans explication. Et il revenait avec ce parfum étrange, tenace, un mélange
mélange envoûtant et inquiétant de terre humide, de forêt après la pluie et de fleurs fanées, cette odeur douceâtre de la mort lente des pétales. Quand je lui demandais, inquiète, il souriait doucement, d'un sourire qui ne parvenait plus tout à fait à atteindre ses yeux. Rien d'important, ma chérie, juste des affaires à régler. Il y avait aussi ça, il ne parlait jamais de sa famille. Jamais. Au début, absorbé par le bonheur, je n'y faisais pas attention. Mais, avec le temps, ce silence est devenu lourd, pesant, comme une présence invisible à notre table. Quand j'essayais doucement, il détournait la conversation ou répondait toujours la même chose, d'un ton calme, trop calme, comme une leçon apprise par cœur. On ne se parle plus, ils vivent très loin, tu sais, c'est mieux comme ça. Et ses yeux, à ces moments-là, il semblait se voiler, devenir trouble, comme s'il regardait quelque chose, ou quelqu'un, juste derrière mon épaule, dans un monde que je ne pouvais pas voir. Un jour, la question est venue, mais pas de moi. Elle est venue de l'innocence même. Nous étions tous dans le salon, un dimanche après-midi. Dehors, la pluie tombait fort, tambourinant sur la tôle du toit comme pour entrer. L'odeur réconfortante des beignets frits du goûter flottait encore dans l'air chaud. Les jumeaux jouaient par terre avec des voitures. Nelly dessinait des fleurs sur une feuille avec une concentration adorable. Et soudain, Junior a relevé la tête, son petit front plissé par une question grave. Maman, et les grands-parents du côté de papa? Pourquoi on ne les voit jamais? Est-ce qu'ils sont méchants? Je me souviens que le bruit de la pluie a semblé ralentir, s'étirer, comme si le temps hésitait. Samuel, assis à côté de moi sur le canapé, a figé son sourire. Ses doigts, qui caressaient tendrement les cheveux de Nelly, se sont arrêtés net, suspendus dans leur élan. Il a baissé les yeux vers ses mains, et dans ce bref silence, lourd de sens, j'ai vu passer dans son regard une ombre froide et rapide. Pas de colère, pas de tristesse, juste quelque chose de profondément ancien et étranger, une émotion que je ne savais pas encore nommer. Une froideur minérale. Et c'est ce regard fuyant qui allait être le premier caillou sur une route dont je ne reviendrai plus jamais la même. Ce que j'allais découvrir ce jour-là allait me hanter pour le reste de ma vie, et bien au-delà. Un samedi matin, alors que je préparais le petit déjeuner et que la maison sentait le café et le pain grillé, Samuel est venu vers moi. Il s'est arrêté derrière moi, et j'ai senti son silence avant de l'entendre parler. Il a posé une main, étrangement fraîche, sur mon bras et m'a dit calmement, mais avec une tension perceptible: prépare les enfants, mets-leur de beaux habits. Aujourd'hui, on va voir mes parents. Mon cœur s'est mis à battre très fort, comme un oiseau affolé dans une cage. De surprise, mais aussi de joie. Enfin, depuis si longtemps, j'attendais ce moment. Je rêvais de cette rencontre qui légitimerait tout, qui ancrerait notre famille dans le réel. Lui qui ne parlait jamais de sa famille, voilà qu'il voulait enfin me les présenter. J'ai tourné vers lui un visage radieux, mais j'ai été stoppée net par son expression. Il souriait, mais ses yeux restaient sérieux, presque tendus. J'ai eu un pincement au cœur, un léger doute, mais je l'ai chassé, trop heureuse à l'idée de percer enfin ce mystère. Nous avons pris la route dans notre vieille voiture. Au début, tout était normal, rassurant. Il y avait des maisons, des enfants qui jouaient au football avec des balles en plastique, des vendeurs de fruits et de téléphones portables dans la rue, criant leur prix. La vie, quoi. Puis, petit à petit, sans que je m'en rende vraiment compte, tout a changé. Le paysage s'est ouvert, vidé. Les maisons ont été remplacées par des champs vides, désolés, où séchaient des épis de maïs oubliés. Puis des collines couvertes d'herbes sèches et jaunies, qui ondulaient sous un ciel devenu bas et gris. Une brume épaisse, étrange pour l'heure, s'est accrochée aux arbres squelettiques, collant à la vitre comme une buée morte. On ne voyait pas très loin, comme si le monde se refermait devant nous. Samuel conduisait sans parler, le regard rivé sur la route qui se déroulait comme un ruban gris. Ses mains, si douces d'habitude, serraient le volant avec une force blanche. Ses articulations saillaient. L'atmosphère dans la voiture était devenue étouffante. Les enfants, d'abord excités, s'étaient peu à peu calmés, impressionnés par le silence de leur père et la tristesse du paysage. Quand je lui demandais, la voix un peu tremblante, si tout allait bien, s'il était sûr de la route, il ne me répondait juste que par un petit signe de tête sec, sans même me regarder. Après presque 8 heures de route, dans un silence de plus en plus lourd, nous nous sommes arrêtés devant une maison isolée, à l'écart de ce qui semblait être un village endormi. Elle était peinte en bleu autrefois, mais la peinture s'était écaillée, effacée par le soleil et les pluies, laissant apparaître le bois gris et malade en dessous. Les volets étaient vieux, abîmés, pendant pour certains, comme des paupières à demi closes. Une chaise cassée, au siège défoncé, traînait dans la cour envahie par les herbes folles. Une impression de négligence et d'abandon pesait sur les lieux, une tristesse palpable. Samuel a arrêté le moteur. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Il a tourné la tête vers moi et m'a regardé droit dans les yeux. Son visage était pâle, ses traits tirés. Il a dit, d'une voix plate, sans émotion: entre avec les enfants, présente-toi. Je vais passer à la boutique du village, chercher quelque chose. Je reviens. C'était si étrange, si déroutant. Pourquoi ne pas entrer avec nous? Pourquoi nous laisser seuls ici, dans cet endroit inconnu et austère? Mais avant que je puisse protester ou poser la moindre question, il était déjà descendu de voiture. J'ai vu son dos raide s'éloigner rapidement dans le chemin sans se retourner. Un sentiment de solitude immense m'a envahi. Je suis sorti de la voiture, le cœur serré d'appréhension. Junior a immédiatement attrapé ma main. La sienne était moite. Les
jumeaux, inconscients de la tension, ont couru devant en riant. Nelly, plus sensible, marchait sagement derrière moi, collée à ma robe. La cour était d'un silence de cathédrale. Pas un chant d'oiseau, pas un souffle de vent, rien. L'air lui-même était immobile et avait une odeur bizarre, métallique, comme après un orage, ou comme celle du sang séché. En poussant la porte qui grinça tristement et en entrant dans la maison, j'ai tout de suite senti qu'il y faisait plus froid, beaucoup plus froid que dehors, un froid humide qui vous pénétrait les os. Une dizaine de personnes étaient assises dans la pénombre du salon, silencieuses, immobiles comme des statues. Leurs visages se sont tournés vers nous en même temps, lentement. Ils me regardaient, moi et mes enfants, avec une intensité grave, sans un sourire, sans un mot de bienvenue. On aurait dit qu'il assistait à un enterrement. J'ai senti la peur me monter à la gorge, mais j'ai pris une profonde inspiration. J'ai dit, d'une voix que j'ai voulu assurer mais qui a tremblé malgré moi. Bonjour, je suis Ivana, la femme de Samuel. Et voici ses enfants. Junior, Nelly, Ken et Kelly. Quand j'ai prononcé le nom Samuel, l'effet a été foudroyant. Une vieille femme, assise dans un coin sur un tabouret bas, a porté ses deux mains à sa bouche, puis à tout son visage, comme pour étouffer un cri. Ses doigts, noueux et tremblants, se sont agrippés à sa peau. Puis elle a laissé échapper un sanglot profond, rauque, un cri de douleur pure qui semblait venir des tréfonds de son âme et qui a déchiré le silence oppressant. Ses épaules maigres tressautaient violemment, comme si elle essayait de retenir un tsunami de larmes, mais elle n'y arrivait pas. C'était une douleur vivante, palpable, qui s'est répandue dans la pièce. Comme si ce sanglot avait été un signal, deux autres femmes plus jeunes ont commencé à pleurer aussi, sans retenue. Pas juste quelques larmes discrètes qui coulent silencieusement, mais de vrais pleurs déchirants, bruyants, des sanglots qui les secouaient tout entières et qui faisaient mal à entendre, une plainte collective et ancienne. Des hommes, eux, ont détourné la tête, honteux ou accablés. Certains fixaient le sol de terre battue avec une concentration intense, d'autres fermaient les yeux très fort, comme pour s'extraire de cette scène insoutenable. Personne ne me parlait, personne ne nous invitait à nous asseoir. L'air dans la pièce était lourd de cette peine inexplicable, si épais qu'on avait du mal à respirer. Je sentais ma gorge se serrer, mon cœur battait la chamade. Je ne comprenais rien. Pourquoi cette détresse? Pourquoi pleurait-il autant juste en entendant le nom de mon mari, l'homme que j'aimais? Puis un homme d'une quarantaine d'années s'est levé lentement. Il était grand, mince, voûté comme par un poids invisible. Sa chemise était froissée, comme jetée en hâte. Son visage était creusé, fatigué, et ses yeux étaient rougis, cernés, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit, ou comme s'il avait pleuré toutes les larmes de son corps. Il m'a regardé longuement, avec une pitié et une tristesse qui m'ont glacé. Puis, d'une voix rauque, basse, cassée par l'émotion, il a dit « Je suis Jacques, son petit frère ». Il a fait une pause, baissant la tête comme pour rassembler son courage. Le silence était si lourd qu'on entendait le léger froissement de ses vêtements. « Viens avec moi. Il faut absolument que tu vois quelque chose. Toi seul. » Sa voix tremblait, se brisait sur les mots. Il a tourné le dos brusquement et a marché vers la porte de derrière, sans vérifier si je le suivais. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, un martèlement sourd et affolé. Une voix en moi me hurlait de ne pas y aller, de prendre mes enfants et de fuir, de retourner à la voiture, à la vie d'avant. Mais une autre force, plus forte, une fascination malsaine pour ce mystère, me poussait en avant. Je ne savais pas si je devais le suivre, mais mes jambes ont avancé toutes seules, lourdes et molles comme du coton. En passant devant mes enfants terrifiés, j'ai caressé machinalement la tête de Junior. Il me regardait avec de grands yeux noirs écarquillés, pleins d'une inquiétude d'adulte. À ce moment-là, je ne savais pas que je m'apprêtais à marcher vers le cœur même du cauchemar. Je ne savais pas encore que ce quelque chose, c'était sa tombe. Jacques a poussé une petite barrière de bois à moitié pourrie. Nous avons emprunté un étroit sentier à peine visible, caché par les hautes herbes. Les herbes folles, mouillées par une rosée froide, me touchaient les bras, me glaçant la peau à travers le tissu de ma robe. L'air était saturé d'une odeur écœurante et douceâtre de fleurs fanées, de terre mouillée et de pourriture ancienne. Une odeur de cave, de choses oubliées. Une odeur qui me rappelait étrangement le parfum de Samuel après ses absences. Tout au bout du chemin, à contre-jour dans la lumière grise, il y avait un vieux portail en fer rouillé, tordu par le temps et à moitié descellé. Des ronces l'enserraient comme des serpents métalliques. Jacques a posé sa main dessus, sans hâte, comme on accomplit un geste 1000 fois répété, et il a poussé. La ferraille a rendu un grincement long, aigu, déchirant, le cri métallique de quelque chose qui n'aurait jamais dû être ouvert. Ce son m'a traversé de part en part, me donnant des frissons glacés. Derrière le portail, je découvris un endroit d'un calme absolu, presque violent, trop calme. Ce n'était pas le calme paisible de la campagne, mais le silence de mort des lieux abandonnés. Il y avait des croix en bois à moitié pourries, penchées de façon chaotique, des pierres tombales cassées, couvertes de mousse verdée et gluante, comme si la terre elle-même cherchait à les avaler. Le vent, qui n'avait pas soufflé dans la cour, bougeait ici doucement, lugubrement, les feuilles d'un grand arbre solitaire et noirci qui se dressait au milieu comme un gardien désolé. On marchait lentement, avec une lourdeur d'automate. Mes yeux lisaient machinalement les noms et les dates effacées sur les pierres. Des noms inconnus, des vies oubliées. Puis Jacques s'est arrêté net. Il ne bougeait plus, devenu statue lui-même. Je compris à son
son immobilité, à la tension dans son dos, que nous étions arrivés. Que c'était là. Devant nous, il y avait une tombe. Contrairement aux autres, elle était entretenue, propre, presque impeccable. Une stèle en granit gris, lisse et froide. Il y avait un petit bouquet de fleurs fraîches, des œillets blancs, posés devant, encore perlés de gouttes d'eau. Quelqu'un venait souvent ici, très souvent. Sur la pierre, il y avait une photo dans un petit cadre en verre, protégé des intempéries. Quelque chose dans la forme de ce cadre, dans la pose, me serra le cœur. Je me suis avancée, poussée par une force qui n'était plus la mienne. Mon cœur battait si fort que j'entendais son bourdonnement dans mes oreilles, assourdissant. Chaque pas était une épreuve. Et là, mes yeux se sont posés sur la photo. Et le monde s'est arrêté. C'était lui. Le même sourire charmeur, légèrement de travers. Le même regard intense et profond, qui vous transperce. Exactement le même homme. Celui qui partageait mon lit. Un vertige absolu m'a saisi. J'ai senti mes jambes trembler si fort que j'ai dû m'appuyer sur la pierre glacée pour ne pas m'effondrer. Je n'arrivais plus à respirer. Ma poitrine était comprimée dans un étau. Je haletais, cherchant de l'air qui ne venait pas. Mon regard, brouillé par les larmes qui commençaient à monter, a descendu la pierre. Sous la photo, il était gravé, en lettres capitales nettes et indéniables. Samuel N. Mukuri, 1975-2003. 2003. Le chiffre a explosé dans ma tête comme une bombe. 20 ans. Mort depuis plus de 20 ans. Mes doigts tremblants ont touché les lettres gravées dans la pierre. Elles étaient froides, si froides, et dures comme la réalité. La froideur de la mort. Une vague de nausée m'a submergé. Mon esprit hurlait, se rebellait. Ce n'est pas possible. C'est une erreur, un cauchemar. Mais sous le bout de mes doigts, le granit glacé et les lettres indélébiles criaient la vérité. Une vérité plus dure que la pierre. J'ai reculé d'un pas, chancelante. Le paysage autour de moi a vacillé, est devenu flou, comme une peinture à laquelle on aurait jeté de l'eau. Les couleurs se sont mélangées, le son a disparu. Je sentais que j'allais tomber, m'évanouir sur cette terre qui abritait le corps de l'homme que j'aimais. Mon Samuel, mon mari, mort et enterré depuis plus de 20 ans. Alors, une question horrible, insensée, a jailli dans mon esprit en feu. Une question qui allait détruire ma raison. Mais qui est l'homme avec qui je vis? Qui a partagé mon lit, mes repas, mes joies, mes peines? Qui est le père de mes enfants? Et c'est là, dans ce moment de terreur et de confusion absolue, alors que le monde s'écroulait autour de moi, que j'ai senti sa présence derrière moi. Une présence froide, dense, qui pesait sur l'air et glaçait mon dos. Je me suis retournée, lentement, comme dans un rêve cauchemardesque où l'on voudrait courir mais où l'on est cloué au sol. Il était là, Samuel, ou ce qui avait son apparence. Il se tenait à quelques pas, immobile. Son frère, Jacques, ne le regardait même pas, ne semblait pas le voir, absorbé par sa propre douleur, le regard fixé sur la tombe de son frère. Lui, Samuel, était debout, tout près. Son visage était d'un calme effrayant, trop calme, comme un masque de cire. Ses yeux que j'avais tant aimés, n'avaient plus rien d'humain. Ils étaient fixes, d'un noir profond et absolu, comme deux trous percés dans le monde, comme s'ils pouvaient m'aspirer tout entière. Pas un sourire, pas un battement de cils, aucune respiration, rien. Puis sa voix est tombée dans l'air immobile. Ce n'était pas une voix qui venait de sa bouche, elle était plate, sans timbre, sans chaleur, comme un enregistrement ou comme un son qui résonnait directement dans ma tête. Voici ma maison, Ivana, ma vraie maison, là où je suis, vraiment, depuis 20 ans. Je sens un froid mortel glisser le long de ma colonne vertébrale, un froid qui n'a rien à voir avec le temps. C'est une glace intérieure, celle de l'horreur la plus pure. Mes mains deviennent moites, mes jambes si lourdes qu'elles pourraient s'enfoncer dans la terre. Je voudrais reculer, fuir, crier, mais mes pieds sont comme collés au sol, scellés à ce lieu maudit par une force invisible. Je fixe Jacques, désespéré, cherchant dans son regard une explication, un signe qu'il voit lui aussi cette chose qui porte le visage de mon mari. Mais il reste penché sur la tombe, son épaule voûtée tremblant de sanglots silencieux. Il ne voit rien, il ne sent pas cette présence glaciale qui dévore l'espace autour de nous. L'être, je ne peux plus l'appeler Samuel, me regarde toujours, ses yeux noirs s'en font absorbant la lumière, l'espoir, l'air que je respire, l'odeur que je connaissais trop bien, ce mélange de terre humide, de bois pourri et de fleurs fanées, émane de lui en vagues épaisses et nauséabondes. C'est l'odeur de la tombe, sa tombe. Puis, sans que ses lèvres ne bougent, sa voix résonne de nouveau dans mon crâne, froide et monocorde. Ils sont beaux, nos enfants, ils ont mon sang, ils sont à moi, pour toujours. Ces mots me transpercent comme une lame de glace. Nos enfants. Cette phrase qui, autrefois, me remplissait de bonheur, devient une malédiction abominable. Une pensée horrible germe dans mon esprit en déroute. S'il est mort, qu'est-ce que mes enfants ont engendré? De quoi sont-ils faits? Soudain, un vent mauvais se lève, faisant frémir les herbes hautes et grincer le portail rouillé. Il semble venir de nulle part, tourbillonnant autour de nous, charriant des feuilles mortes et de la poussière. Jacques relève enfin la tête, frissonne et remonte le col de sa chemise, comme s'il ne sentait que le vent et rien d'autre. L'être, lui, ne cligne pas des yeux. Un sourire minuscule, une torsion glaciale et dépourvue de joie, étire enfin ses lèvres. C'est le sourire le plus terrifiant que je n'ai jamais vu. Rentre à la maison, Ivana, murmure la voix dans ma tête. Prends soin de mes enfants.
Je ne suis jamais loin. Je ne partirai jamais. Sur ces mots, son image semble vaciller, comme une réflexion sur l'eau perturbée par une pierre. Puis elle pâlit, devient translucide. Je vois les branches de l'arbre mort derrière lui à travers son corps. Et en une seconde, il se dissout dans l'air, absorbé par le vent qui tombe aussi brusquement qu'il était venu. Il a disparu. Le silence retombe, plus lourd, plus oppressant que jamais. Seul le son étouffé des sanglots de Jacques trouble le calme mortuaire. Je reste planté là, paralysé, le regard fixé sur le vide où il se tenait. L'odeur de fleurs fanées persiste, enveloppante et toxique. Je sais, avec une certitude viscérale qui anéantit le dernier vestige de mon ancienne vie, que rien ne sera plus jamais pareil. Ma maison n'est plus un foyer. Mon mari n'est pas mon mari. Mes enfants, oh, mes pauvres enfants, portent en eux le sang et l'héritage d'un mort. Et ils veillent, toujours. Je me retourne finalement, mes jambes obéissant à peine. Je marche vers Jacques, chancelante. Il se redresse, essuie ses yeux rougis avec le dos de sa main et voit sans doute mon visage décomposé, ma peau livide. Maintenant, tu sais, dit-il simplement, d'une voix ravagée par le chagrin. Sa voix à lui, elle résonnait comment? La question est anodine, mais elle me frappe de plein fouet. Je réalise soudain que pendant toutes ces années, sa voix, je n'arrive plus à me souvenir de son timbre, seulement de cet écho froid et spectral dans ma tête. Je ne réponds pas. Je secoue la tête, incapable de former un mot. Je repense aux enfants qui m'attendent, seuls, dans la cour de cette maison endeuillée. Je dois les protéger. Mais de quoi? De leur propre père? De l'ombre qui prétend les aimer? Je prends la main de Jacques. Elle est froide. Nous marchons en silence vers la sortie du cimetière, laissant derrière nous la pierre tombale et son terrible secret. Mais en passant le portail, je ne peux m'empêcher de jeter un dernier regard derrière moi. Rien, juste les pierres, les herbes folles et l'arbre solitaire. Pourtant, je le sens, son regard sur mon dos, une promesse dans l'air. Il nous attend. La marche de retour vers la maison des parents de Samuel, non, vers la maison de deuil, a été un cauchemar éveillé. Chaque pas était une agonie. Le sentier, qui m'avait semblé si court à l'aller, s'étirait maintenant comme un chemin de croix. Les herbes me griffaient les jambes, non plus avec de l'humidité, mais avec une intention malveillante, comme si elles voulaient me retenir, me garder prisonnière de ce lieu. Devant moi, Jacques marchait, les épaules basses, traînant les pieds dans la poussière. Son silence était plus éloquent que tous les mots. Il savait, il avait toujours su. Et il avait laissé cette vérité pourrir ici, entre ces murs, pendant que je vivais mon mensonge heureux à des centaines de kilomètres. En repassant le seuil de la maison, l'atmosphère m'a frappé comme une gifle. L'air était toujours aussi lourd, saturé d'une peine ancienne et d'une peur palpable. Les regards qui s'étaient tournés vers moi n'étaient plus seulement emplis de tristesse, mais aussi d'une pitié terrible, mêlée de crainte. Il me regardait comme on regarde une condamnée à mort. Mes enfants étaient regroupés sur un vieux banc de bois, serrés les uns contre les autres comme des oisillons dans la tempête. Leurs petits visages étaient pâles, marqués par l'incompréhension et la peur. Nelly pleurait silencieusement, de grosses larmes coulant sur ses joues sans qu'elle n'ose faire un bruit. Junior me fixait, ses grands yeux noirs pleins de questions auxquelles je ne pourrais jamais répondre. Les jumeaux, pour la première fois peut-être, étaient immobiles et silencieux, leurs petites mains entrelacées. Maman, chuchota Junior en me voyant. C'est quoi? Ici? Pourquoi ils pleurent tous? Où est papa? Sa voix, si petite et si fragile, m'a transpercée. Où est papa? La question la plus simple, la plus innocente, et pourtant la plus horrible. Comment lui dire que son père était là, partout et nulle part, qu'il venait de me parler devant sa propre tombe? Je me suis précipitée vers eux, et les ai tous serrés contre moi dans une étreinte désespérée. Leur petit corps était froid. Je les ai inhalés, cherchant désespérément leur odeur d'enfance, de savon et de soleil, pour chasser l'odeur de mort qui collait à mes narines. Mais même là, subtilement, sous l'odeur de leur peau, je crus discerner un faible relent de terre humide. Était-ce mon imagination? Était-il déjà marqué à jamais? Tout va bien, mes amours, ai-je murmuré d'une voix que je voulais rassurante, mais qui n'était qu'un souffle rauque. Tout va bien. Maman est là. Je savais que je mentais. Rien n'allait bien. Plus rien n'irait bien. Le voyage de retour fut un silence de plomb. La voiture sentait le renfermé et la peur. Les enfants, épuisés par l'émotion, finirent par s'endormir, leur tête dodelinant contre les vitres. Je regardais le paysage défiler, mais je ne voyais rien. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Chaque virage, chaque bosse sur la route me faisait sursauter. Je m'attendais à tout moment à le voir apparaître sur le siège passager, avec son sourire de spectre, ou à apercevoir son reflet dans le rétroviseur. Mais il n'y eut que le silence et la route déserte. Rentrer chez nous, dans notre maison au jaune si joyeux, fut une nouvelle épreuve. La maison n'était plus un refuge. Elle était devenue une cage, un mausolée. Chaque objet, chaque meuble me rappelait lui. Le foulard coloré qu'il m'avait offert et qui traînait sur une chaise. Le petit jouet en bois des jumeaux qu'il avait sculpté de ses mains. Un frisson me parcourut à cette pensée. Les jours qui suivirent furent un long calvaire. Les enfants changeaient. Une étrange mélancolie s'était emparée d'eux. Parfois, je les surprenais à parler tout seuls,
dans leur chambre. Leur conversation était murmurée, comme s'ils répondaient à quelqu'un. Un après-midi, j'entendis Nelly rire toute seule. « Avec qui tu parles, ma chérie ?» demandai-je en entrant dans la pièce. Elle leva vers moi ses grands yeux clairs, un peu vitreux. « Avec papa, maman. Il me dit des histoires drôles. Il est assis là. » Elle pointa du doigt le coin vide de la pièce, près de la fenêtre. L'air y était plus froid. Junior, lui, devenait colérique et renfermé. Un soir, alors que je le bordais, il me regarda fixement et dit d'une voix qui n'était plus tout à fait la sienne, une voix plus grave, plus ancienne. « Papa dit qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il veille sur nous, qu'on ait sa famille à jamais. » Je reculai, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas mon fils qui parlait, c'était un écho, l'écho de lui. Et l'odeur de terre humide et de fleurs fanées imprégnait maintenant la maison. Elle flottait dans le couloir, s'accrochait au rideau, persistait dans l'oreiller de mon lit. Je lavais tout frénétiquement, je brûlais de l'encens, j'ouvrais grandes les fenêtres, mais rien n'y faisait. L'odeur revenait toujours, plus forte, plus insistante, comme une affirmation de sa présence. Je ne dormais plus. La nuit, j'entendais des craquements, des pas étouffés dans le salon, le grincement léger de la porte du couloir, notre grincement, comme si quelqu'un se promenait. Parfois, je sentais une présence au bord de mon lit, un poids qui s'installait sur le matelas, et un souffle froid sur ma nuque. Je restais figé, les yeux grands ouverts dans le noir, priant pour que le soleil se lève. Je maigrissais, la peur me rongeait de l'intérieur. Je vivais dans un état d'alerte permanent, épiant le moindre signe, la moindre anomalie chez mes enfants, guettant son apparition. Je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas continuer ainsi à vivre dans cette terreur, à voir mes enfants glisser peu à peu vers quelque chose que je ne comprenais pas. Je devais les sauver, me sauver. Un nom me vint alors à l'esprit, murmuré autrefois par ma grand-mère comme une légende. Papa Moussa, un vieil oncle spirituel qui vivait à la lisière du quartier. On disait qu'il voyait les choses que les autres ne voyaient pas, qu'il parla avec les esprits et savait aussi s'en protéger. C'était notre seul espoir, un espoir mince et fragile, comme un fil de soie tendu au-dessus d'un abîme. Mais c'était tout ce qu'il me restait. La décision était prise. Une résolution froide, née du désespoir le plus absolu, avait remplacé la terreur paralysante. Je devais voir Papa Moussa. C'était la seule bouée de sauvetage dans cet océan d'horreur. Attendre le lendemain matin était une éternité. Cette nuit-là fut la plus longue de ma vie. Chaque ombre dans la chambre était lui. Chaque grincement de la porte était son pas. Je me suis blotti contre mes enfants, entourant leurs petits corps endormis de mes bras, écoutant leur respiration, une respiration qui, par moments, me semblait trop lente, trop calme, presque absente. Je guettais le moindre murmure, la moindre conversation avec l'invisible. Mais ils dormaient d'un sommeil de plomb, comme épuisés par une présence invisible qui les vidait de leur énergie. Au petit matin, à peine une lueur grise filtrait elle à travers les volets. Je me suis extirpé du lit. Mes membres étaient lourds de fatigue, mais mon esprit était étrangement clair, aiguisé par l'urgence. Je préparai rapidement les enfants, leur enfila leurs vêtements sans un mot, évitant leur regard encore endormi et plein de questions. « On va voir un vieil ami », mentis-je d'une voix que je voulais joyeuse, mais qui sonnait faux et cassé. Le chemin jusqu'à la case de Papa Moussa, à l'orée du quartier, semblait lui aussi différent. Les bruits familiers de Yaoundé qui se réveillaient, les mototaxis, les appels des vendeurs, me parvenaient comme étouffés, comme si une cloche de verre opaque nous isolait du monde des vivants. Je marchais vite, tenant fermement la main de Junior, qui traînait les jumeaux, tandis que Nelly se collait à ma robe. Je ne me retournai pas une seule fois. Je sentais pourtant, avec une certitude viscérale, que nous étions suivis. Une pression dans mon dos, un froid localisé entre mes omoplates. L'impression persistante que si je me retournais, je verrais cette silhouette bien habillée, aux chaussures impeccables, nous suivant à distance, sans se presser. La case de Papa Moussa était discrète, presque cachée derrière un bougainvillier explosant de couleur violette. Une mince fumée d'encens s'échappait du toit de tôle. L'odeur âcre et familière des herbes sacrées me piqua les narines avant même que je n'ai poussé le petit portail de bois sculpté. Je frappai timidement, le cœur battant la chamade. La porte grinça et s'ouvrit presque aussitôt, comme s'il nous attendait. Il était là, plus vieux encore que dans mes souvenirs, ses cheveux d'un blanc de neige, sa peau parcheminée par le temps et les secrets. Il était vêtu d'un simple boubou blanc, usé mais propre. Ses mains, noueuses et tachées, tremblaient légèrement, mais ses yeux étaient d'une vivacité déconcertante. Ils me transpercèrent, et je sus immédiatement qu'il voyait tout. Il vit ma peur, ma détresse, mais il vit aussi l'ombre froide qui nous collait au talon. Son regard se posa sur chacun de mes enfants, et une lueur de profonde tristesse y passa. « Entre, ma fille », dit-il simplement, d'une voix rauque mais paisible. Sa voix était comme une encre dans la tempête. La case était sombre, remplie d'une fumée épaisse qui dansait dans les raies de lumière filtrant par les fissures. Des racines, des herbes séchées et des peaux d'animaux pendaient du plafond bas. Des statuettes anciennes, au regard sévère, veillaient dans les coins. Des bougies de cire rouge coulaient lentement sur des bouteilles, formant des stalactites figées. L'air était lourd, chargé de senteurs complexes et d'un silence religieux. Je me suis effondré. Là, dans le sanctuaire
sanctuaire de ce vieil homme. Les mots se sont déversés de ma bouche comme un torrent. Je lui ai tout raconté. La rencontre au stand de beignets, le charme envoûtant de Samuel, le mariage, les enfants, les disparitions, l'odeur de terre, le voyage au village, la tombe, la présence glaciale, les murmures des enfants. Tout. Je parlais, tremblante, les larmes coulant sans bruit sur mes joues. Je ne mis aucun détail, aussi fou sembla-il. Papa Moussa m'écouta sans l'interrompre une seule fois, assis sur un petit tabouret bas, ses doigts serrant un vieux chapelet en bois dont les perles glissaient lentement, régulièrement. Quand je me tus, épuisé, vidé, le silence qui suivit fut lourd de sens. Il ferma les yeux, inspira profondément l'air chargé de fumée, comme s'il goûtait l'essence même de mon histoire. Quand il rouvrit les yeux, son regard était empreint d'une gravité qui me glaça le sang. « Ce qui vit avec toi n'est pas un homme », commença-t-il, sa voix basse mais incroyablement claire. Ce n'est pas un esprit errant non plus, c'est une âme liée, fortement liée, par le sang et par la promesse. Il se tourna lentement vers mes enfants, qui s'étaient blottis les uns contre les autres, silencieux et impressionnés. Tes enfants vivent, mais ils portent sa marque. Son sang est le leur. Il est leur père. Cela crée un lien qu'aucune distance ne peut rompre. Il se nourrit de ce lien, de leur vie, de ton amour pour lui. Ces mots tombèrent comme des coups de massue. Il se nourrit de leur vie. L'image de mes enfants pâles, fatigués, me revenant en mémoire avec une clarté terrible. Il faut le chasser. Ma voix n'était plus qu'un souffle. S'il vous plaît, sauvez mes enfants. Papa Moussa hocha lentement la tête, son regard sombre. Il ne partira pas tout seul. Tu dois le renvoyer, lui fermer la porte. Mais, il faut qu'il vienne de son plein gré. Il doit accepter de partir. De son plein gré, m'exclamai-je, horrifié. Mais pourquoi le ferait-il? Parce que tu lui montreras que la porte est fermée, répondit-il mystérieusement. Parce que tu utiliseras le sang qui le lie à ce monde contre lui. Mais c'est dangereux. S'il refuse, s'il se bat, il pourrait emporter un morceau de vous avec lui. Surtout eux. Son regard se posa de nouveau sur mes enfants. La menace dans ses mots était claire et terrible. Il n'y a pas d'autre façon? Demandai-je, le cœur serré d'angoisse. Non, ma fille, c'est la seule façon. Un rituel. À minuit, au carrefour des 3 chemins. Là où les mondes se touchent. Lui, toi, et les enfants. Son sang doit être là pour l'appeler, et pour le renvoyer. Je sentis un froid mortel m'envahir. Devrais-je mettre mes enfants en danger? Les emmener dans ce lieu maudit? Affronter cette chose? Je regardais leurs petits visages innocents, marqués par une ombre qui n'était pas de leur âge. Je vis la peur dans les yeux de Junior, la confusion dans ceux de Nelly. Je les avais mis au monde dans l'amour, mais un amour piégé, empoisonné. Je leur devais de les libérer, même si cela signifiait affronter l'enfer. Je pris une profonde inspiration, puis je regardai Papa Moussa droit dans ses yeux anciens. Dites-moi ce que je dois faire. La journée qui précéda le rituel fut la plus longue et la plus étrange de ma vie. Chaque minute était une éternité de peur contenue. Je fonctionnais comme un automate, préparant les enfants, évitant leurs questions, souriant des sourires qui se fendaient sur mon visage comme des masques de cire. Papa Moussa était venu et reparti, apportant avec lui des herbes séchées aux odeurs âcres, des bougies rouges comme le sang coagulé, et une calebasse d'eau qui, disait-il, avait été bénie sous la pleine lune. Il avait tracé des symboles à la craie aux portes et aux fenêtres, murmurant des incantations d'une voix si basse que c'était comme un bourdonnement d'abeilles. L'air de la maison était devenu électrique, lourd de choses invisibles et de silence tendu. Les enfants sentaient la tension. Ils étaient anormalement sages, se contentant de jouer à des jeux calmes, leur regard souvent perdu dans le vide, comme s'ils écoutaient une musique que je ne pouvais entendre. Parfois, Nelly sursautait et regardait derrière son épaule, son petit visage crispé par une inquiétude trop vieille pour elle. « Maman, papa va venir ce soir ?» demanda soudainement Ken, l'un des jumeaux, en levant vers moi ses yeux si clairs. La question, si innocente, me glaça. Je m'agenouillai devant lui, ma main tremblante sur sa joue. « Pourquoi dis-tu cela, mon chéri ?» Il me l'a dit, répondit-il simplement, en haussant les épaules. Dans ma tête, il a dit qu'on allait jouer ensemble ce soir. Je sentis un vertige me prendre. Il était déjà là, déjà en eux, prêt. À l'approche de minuit, l'atmosphère devint insupportable. L'odeur de terre humide et de fleurs fanées avait envahi toute la maison, si forte qu'elle en était étouffante. Les bougies que Papa Moussa avait allumées vacillaient violemment bien qu'il n'y eût aucun courant d'air, projetant des ombres dansantes et folles sur les murs. On aurait dit que les ombres elles-mêmes se préparaient au combat. Papa Moussa revint alors que la nuit était noire, une nuit sans lune, épaisse et lourde. Il portait un vieux sac de jute. Son visage était un masque de détermination sévère. « Il est temps, dit-il simplement. » Réveiller les enfants endormis, les habiller chaudement alors que l'air était pourtant lourd et chaud, fut une torture. Leurs petits corps étaient mous et dociles, comme s'ils étaient déjà ailleurs. Ils ne protestèrent pas, ne posèrent aucune question. Leurs yeux, dans la pénombre, avaient un éclat vitreux et absent qui me serra le cœur. Nous avons marché dans les rues désertes de Yaoundé. Le quartier dormait, ignorant le drame qui se jouait à sa lisière. Le silence
silence était absolu, anormal. Aucun aboiement de chien, aucun cri lointain, même les criquets s'étaient tus. On aurait dit que le monde retenait son souffle. Seul le bruit de nos pas sur la terre sèche résonnait, trop fort, comme un tambour funèbre. Le carrefour des trois chemins était un lieu que j'avais toujours évité instinctivement. On disait que c'était un endroit où les esprits se perdaient, où le voile entre les mondes était si fin qu'on pouvait passer de l'autre côté sans s'en rendre compte. Ce soir-là, l'endroit était d'une froideur mortelle. Un vent glacial s'y engouffrait, bien qu'il fît une nuit étouffante partout ailleurs. Papa Moussa se mit au travail avec une précision méthodique. Il traça un large cercle sur le sol poussiéreux avec une poudre blanche qui luisait faiblement dans l'obscurité. À l'intérieur, il disposa cette bougie rouge, formant un second cercle. Leur flamme, petite et basse, brûlait d'une lumière orangée et maladive, sans vaciller malaisément le vent qui nous glaçait. Au centre du cercle, il plaça la calebasse d'eau bénite. Puis, de son sac, il sortit un morceau de tissu. Mon cœur se serra. Je le reconnus immédiatement. C'était le pagne que Samuel portait le jour de notre première rencontre. Ce tissu bleu et blanc, si élégant. Il était intact, comme neuf, comme si le temps n'avait aucune emprise sur lui. Enfin, il sortit un coq noir, aux plumes brillantes et aux yeux perçants. L'animal, calmé par une main experte, grattait nerveusement le sol de ses pattes, son bec émettant de petits claquements inquiets. Il faut qu'il vienne à nous, murmura papa Moussa en me regardant. Il faut l'appeler, avec ce qui le lie à toi, avec son nom. Sa voix était tendue. La peur, pour la première fois, était perceptible dans ses yeux anciens. Il commença à murmurer des incantations dans une langue que je ne comprenais pas, une langue gutturale et ancienne qui semblait faire vibrer l'air lui-même. Les bougies rougeoyèrent soudainement, leur lumière gagnant en intensité, projetant nos ombres qui dansaient telles des géants déformés sur le sol. Puis le froid tomba. Ce n'était pas le froid du vent. C'était un froid absolu, mortel, qui venait de nulle part et partout à la fois. Un froid qui mordait la peau, qui glaçait les poumons, qui semblait geler le sang dans nos veines. La buée de notre respiration forma de petits nuages blancs devant nos visages. Les enfants se serrèrent contre moi, grelottant, leurs petits corps tremblants de froid et de peur. Leurs yeux étaient écarquillés, fixant le centre du cercle vide. Le coq se figea, son cou tendu, ses yeux exorbités par une terreur animale pure. Et il arriva. Il n'apparut pas. Il se matérialisa, comme si l'obscurité elle-même se condensait pour former sa silhouette. Samuel, ou ce qu'il restait de lui. Il ne marchait pas. Il glissait, sans bruit, au-dessus de la terre, à l'intérieur du cercle de bougies. Ses vêtements étaient ceux du premier jour, impeccables, mais ils semblaient faits d'ombre et de brume. Ses yeux n'étaient plus des yeux. C'étaient deux trous noirs, sans fond, sans vie, qui semblaient absorber la faible lumière des bougies, créant autour d'eux une obscurité plus profonde encore. Sa peau était d'un gris cadavérique, tendue sur les os, comme du papier humide et vieilli. Et cette odeur de terre humide, de fleurs fanées et de mort ancienne, si forte qu'elle en était écœurante, émanait de lui en vagues palpables. Il tourna lentement sa tête vers moi. Je sentis mon cœur s'arrêter dans ma poitrine. Sa voix résonna directement dans mon crâne, une voix qui n'avait plus rien d'humain, pleine de grésillements et de frottements, comme une vieille radio mal réglée. Ivana, pourquoi me fais-tu ça? Nous sommes une famille. Nous sommes liés pour l'éternité. Ils sont à moi. La voix était pleine de reproches, mais aussi d'une possessivité terrifiante. Elle tirait sur mon âme, essayant de réveiller l'amour que j'avais autrefois pour lui, l'utilisant comme un appât. Papa Moussa, impassible, trempa le pagne de Samuel dans l'eau bénite. Il commença à asperger le cercle, goutte par goutte. À chaque goutte qui touchait le sol poussiéreux, Samuel, ou la chose, grésillait et reculait légèrement, comme brûlé. Une colère noire, silencieuse, émanait de lui. Les trous noirs de ses yeux se fixèrent sur le vieil homme, plein d'une haine si pure qu'elle glaçait l'air. Puis vint le moment. Papa Moussa me lança un regard. C'était à moi, à ma voix de mère, de femme trompée, de le renvoyer. Je pris une inspiration tremblante, serrai mes enfants contre moi, et je parlais, ma voix faible au début, puis plus forte, portée par une colère et une terreur surhumaine. Tu n'es pas mon mari, hurlai-je dans le vent glacial. Tu n'es pas le père de mes enfants. Tu es un mort, un esprit trompeur. Je te renie, je te chasse. Par le sang de mes enfants qui est le tien, je t'ordonne de partir. Retourne d'où tu viens. Laisse-nous. À mes mots, la silhouette se tordit de rage. Elle grandit, devenant plus vague, plus monstrueuse. Le froid devint intolérable. Papa Moussa leva alors le coq noir. La lame du couteau ritualiste brillait dans la lumière des bougies. Le geste fut rapide, net, précis. Un éclat de métal, un cri perçant et terrifié du coq. Un jet de sang chaud, noir dans la nuit, qui gicla et toucha le sol au centre du cercle.
cercle, sur le pagne. Le sang frais, vivant, rencontra l'essence spectrale de Samuel. Et ce fut alors que l'enfer se déchaîna. Un hurlement déchira la nuit. Ce n'était pas un hurlement humain. C'était un son primordial, fait de rage, de douleur et de trahison, si profond et si perçant qu'il me transperça le crâne et me glaça l'âme. Il venait de partout à la fois, de la chose devant nous, de l'air, de la terre. Samuel se tordit, son corps spectral sembla se désagréger et se recomposer dans d'atroces souffrances. Les bougies s'éteignirent tout en même temps, plongeant le carrefour dans un noir absolu, épais et lourd. Dans cette obscurité totale, deux mains glaciales, solides comme la pierre, se posèrent sur mes épaules. Leur froid brûlant traversa mes vêtements, mordit ma chair, remonta le long de mon cou. Je retins mon souffle, paralysé. Un souffle humide, putride et glacial effleura mon oreille. La voix n'était plus qu'un chuchotement rauque, plein d'une menace infinie. Si je pars, ils viennent avec moi. La promesse était claire. Il ne partirait pas seul. Il emporterait mes enfants dans la mort avec lui. Je voulus crier, mais aucun son ne sortit de ma gorge. Soudain, un bruit sourd. Papa Moussa frappait le sol de son bâton avec une force terrible, criant des mots de pouvoir. Les bougies se rallumèrent d'un coup, d'une flamme violente et bleutée, éclairant la scène d'une lueur spectrale. Samuel était là, tordu, presque indistinct, maintenu par les flammes bleues qui semblaient le consumeur sans le toucher. Le vent se leva, un vent violent, tourbillonnant, qui arrachait la poussière et les feuilles, et qui semblait venir de nulle part. Il emporta la chose qui avait été Samuel, la tirant, la déchirant en lambeaux d'ombre qui furent aspirés dans les ténèbres entre les chemins. Le hurlement s'éteignit brusquement, coupé net. Le silence retomba, brutal, lourd, absolu. Le froid disparut, remplacé par la chaleur moite de la nuit tropicale. Les bougies rougeoyèrent normalement, puis s'éteignirent une à une, comme des yeux qui se ferment. Il était parti. Papa Moussa, penché en avant, essoufflé, la sueur ruisselant sur son front, me regarda. Son regard était vide, épuisé. Il ne reviendra pas, dit-il d'une voix rauque, cassée par l'effort. Le lien est rompu. Mais, il baissa les yeux vers mes enfants, blottis contre moi, tremblants et silencieux. Ces enfants porteront toujours son sang. La marque est là, pour toujours. Je serai mes enfants contre moi, cherchant désespérément la chaleur de leur corps, la preuve qu'ils étaient vivants, qu'ils étaient là. Ils étaient glacés, en état de choc, mais vivants. Je les avais sauvés, je les avais arrachés à lui. Mais alors que je levais les yeux vers l'obscurité du carrefour, une conviction absolue m'envahit. La dernière menace de Samuel n'était pas une parole en l'air. S'ils viennent avec lui, cela signifiait qu'une partie de lui, une étincelle de cette ombre, restait en eux, dans leur sang, dans leur essence. Je les avais sauvés de son emprise, mais je ne pourrais jamais les sauver de son héritage. Et parfois, certaines nuits, quand le monde dort et que la maison est trop silencieuse, je jurerais sentir un souffle froid au-dessus de leur lit. Et je me demande, attend-il qu'ils grandissent, qu'ils se souviennent, qu'une partie de lui, en eux, se réveille? La porte de notre monde était fermée, mais une autre, à l'intérieur de mes propres enfants, restait entr'ouverte. Et je veille, toujours. Le retour à la maison, après le rituel, fut un silence de cendres. Les enfants, choqués et épuisés, s'endormirent presque instantanément, leur respiration superficielle et trop calme. Je les bordai, passai mes doigts sur leurs paupières closes, cherchant en vain la paix dans leurs traits. Leur sommeil était trop profond, trop lisse. On aurait dit qu'ils dormaient pour deux. Papa Moussa était resté quelques jours. Il avait purifié la maison une dernière fois, brûlé des herbes amères dont la fumée chassait l'odeur de terre, mais pas le souvenir. Avant de partir, il m'avait pris à part, ses vieux yeux empreints d'une gravité qui me serra le cœur. Sois vigilante, Ivana, avait-il murmuré en posant une main tremblante sur mon bras. Le lien de sang est plus fort que n'importe quel sortilège. La porte est fermée à clé, mais la clé, elle est en eux. Il ne peut plus entrer, mais ce qui est déjà à l'intérieur peut grandir. Ces paroles résonnaient en moi, nuit et jour. Ce qui est déjà à l'intérieur. Les semaines qui suivirent furent un simulacre de normalité. Je repris mon stand de beignets, la routine rassurante du pétrissage de la pâte, de l'huile qui grésille. Les clients riaient, parlaient, vidaient leurs soucis. Moi, je souriais, je servais, mais j'étais comme une coquille vide. Mon sourire était une mécanique. Mes yeux surveillaient sans cesse la rue, guettant une silhouette qui ne viendrait plus. À la maison, les enfants semblaient aller mieux. Les couleurs revenaient sur leurs joues, leur rire aussi, parfois. Mais c'étaient des rires différents, plus graves, plus calculateurs, surtout chez Junior. Il avait vieilli d'un coup. Son regard d'enfant avait fait place à celui d'un vieil homme, plein de secrets et d'une ironie froide. Un après-midi, je les surpris tous les quatre dans le jardin, assis en cercle autour du vieux manguier. Ils ne parlaient pas, ils ne jouaient pas. Ils étaient juste assis, silencieux, les mains posées sur la terre, comme s'ils écoutaient quelque chose venant des racines. Leurs yeux étaient fixes, perdus dans une contemplation que je ne pouvais partager. « Que faites-vous » demandai-je, ma voix un peu trop aiguë. Ils tournèrent la tête
tête vers moi en même temps, d'un mouvement parfaitement synchronisé qui me glaça le sang. On écoute, maman, dit Nelly avec un petit sourire étrange. Les racines. Elles chantent des choses anciennes, ajouta Ken, sans ciller. Je les fis rentrer, le cœur battant. La marque est là, pour toujours. Les nuits étaient pires. Je faisais des cauchemars où je les voyais, mes enfants, marcher vers le carrefour des 3 chemins, guidés par une silhouette sombre que seul eux pouvaient voir. Je me réveillais en sursaut, couverte de sueur froide, et j'allais vérifier qu'ils étaient bien dans leur lit. Ils y étaient toujours. Mais parfois, surtout les jumeaux, leurs draps étaient froissés, leurs pieds couverts de terre fine, comme s'ils avaient marché dehors. En plein sommeil, l'angoisse me rongeait. J'avais sauvé mes enfants de leur père, mais pour les livrer à quoi? À quelle part d'eux-mêmes, hérités de l'au-delà? Je commençais à voir des choses, aussi, du coin de l'œil. Une ombre trop haute derrière la porte entr'ouverte. Une tache sombre au plafond qui ressemblait à un visage grimaçant et qui disparaissait quand je regardais directement. L'odeur de terre revenait par bouffées, fugaces, surtout près des enfants. J'étais épuisée. Je vivais sur mes nerfs, constamment aux aguets, interprétant chaque silence, chaque regard, chaque geste. Puis vint l'anniversaire de Junior. 12 ans. Je lui avais acheté un ballon de football, tout neuf, rouge et blanc. Son cadeau, posé sur la table, attendant le matin. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Une anxiété viscérale me tordait les entrailles. Je me levai pour aller boire un verre d'eau. En passant devant la chambre des enfants, la porte était entr'ouverte. Je risquai un coup d'œil à l'intérieur. La lune, pleine et brillante, inondait la pièce d'une lumière laiteuse. Ils n'étaient pas dans leur lit. Ils étaient debout, tous les 4, en cercle autour du ballon neuf, posés au centre de la pièce comme un objet sacré. Ils ne bougeaient pas. Ils ne parlaient pas. Leurs yeux grands ouverts fixaient le ballon. Mais je savais qu'ils ne le voyaient pas. Leurs pupilles étaient dilatées, noires, absorbant la lumière de la lune. Leur visage était calme, trop calme, serein, d'une sérénité qui n'avait rien d'enfantin. Et puis, je le vis. Une brume légère, presque imperceptible, s'élevait du sol. Une brume froide, grise, qui dansait lentement autour de mes enfants, les enveloppant dans une étreinte spectrale. Elle semblait naître d'eux, de leurs petits pieds nus sur le carreau froid. Et dans cette brume, pendant une fraction de seconde, je crus voir se former des traits. Un sourire que je connaissais trop bien. Ce n'était pas une apparition, c'était pire. C'était une évocation, une matérialisation de ce qu'ils portaient en eux. Ils ne le voyaient pas. Ils étaient lui, à cet instant. Un morceau de lui, réveillé par leur sang commun, par leur lien qui transcendait la mort. Je restais là, clouée sur place, incapable de bouger, de respirer, de crier. Ils n'avaient pas besoin de lui. Ils étaient son héritage, sa continuation. La porte était fermée, mais le prisonnier était déjà à l'intérieur. Et il grandirait avec eux. Je reculai lentement, sans un bruit, et je m'enfermai dans ma chambre. Je m'effondrai sur le sol, le corps secoué de sanglots silencieux. Je les avais sauvés pour rien. La bataille n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. Et cette fois, l'ennemi n'était pas à l'extérieur. Il était en eux, en moi, dans le sang de mes enfants. Le temps passa, mais il ne guérit rien. Il endormit seulement la terreur, la transformant en une anxiété sourde, constante, qui devint le fond sonore de ma vie. Les saisons se succédèrent. La pluie battante, la chaleur étouffante, la poussière qui vole. Rien n'effaça la marque. Les enfants grandirent. Leurs membres s'allongèrent, leurs voix muèrent pour Junior. Mais une partie d'eux semblait rester figée dans cette nuit au carrefour. Une partie froide et observatrice. Ils allaient à l'école, jouaient avec d'autres enfants, riaient même. En apparence, tout était normal. Trop normal. C'était une façade parfaite, une muraille derrière laquelle je devinais des mouvements d'ombre. Je les surveillais sans cesse, épiant la moindre faille, le moindre signe. Les signes étaient là, subtils, indiscernables pour un œil non averti. Ils avaient des connaissances qu'ils n'auraient pas dû avoir. Nelly, à 8 ans, se mit à dessiner avec une précision macabre des plantes funéraires, des ibis et des symboles que je ne reconnus pas, avec un crayon si sûr qu'il en était troublant. Un jour, je lui demandai où elle avait vu ça. Dans ma tête, maman, répondit-elle simplement. Papa me les montre. Les jumeaux développèrent un langage secret, une série de murmures et de chuchotements qu'ils utilisaient entre eux. Parfois, je surprenais des mots, des fragments de phrases dans une langue qui ressemblait étrangement aux incantations de Papa Moussa. Quand je leur demandais ce qu'ils se disaient, ils me regardaient avec des yeux trop innocents et répondaient « Rien, maman. » On joue. Junior était le plus inquiétant. À 12 ans, il avait le regard et le calme d'un adulte. Il anticipait les événements avec une prescience déconcertante. Il savait quand il allait pleuvoir avant que les nuages n'arrivent. Il savait qui allait venir nous rendre visite avant qu'on ne sonne à la porte. Un jour, je le surpris en train de parler à un chien errant, un vieux bâtard famélique. L'animal, d'habitude craintif, était assis devant lui, la queue battant le sol, et semblait écouter, la tête penchée. Junior lui murmurait des mots à l'oreille. Quand le chien partit, il me regarda. Il a soif. Maman, je lui ai dit
lit ou trouver de l'eau. Ils attiraient les choses, pas des gens, des choses. Des insectes rares aux couleurs métalliques qui venaient se poser sur leurs fenêtres. Des oiseaux nocturnes qui se perchaient sur le toit de tôle et restaient des heures à fixer la maison. L'odeur de terre revenait parfois, fugace, dans leur chambre, surtout après qu'ils eurent joué dehors. Ils n'avaient pas peur de l'obscurité. Jamais. Ils y pénétraient comme on rentre chez soi. Je tentais de lutter. Je les emmenais à l'église le dimanche. Je leur lisais des histoires joyeuses. Je les entourais de rire et de lumière. Mais c'était comme jeter des cailloux dans un puits sans fond. L'influence de Samuel, car c'était bien de lui qu'il s'agissait, était bien plus forte. Elle était enracinée dans leur sang, dans leur ADN. Elle était une voix douce et persistante dans leur esprit. Une présence rassurante et complice que je ne pouvais concurrencer. Je réalisais avec un désespoir croissant que je n'avais pas sauvé mes enfants de lui. Je les avais sauvés pour lui. Je les avais coupés du spectre pour mieux leur permettre de devenir ses héritiers. En rompant le lien externe, j'avais verrouillé la porte, obligeant l'essence de Samuel à se concentrer, à fusionner avec la leur. Ils étaient le vase qui contenait son esprit. Et le vase grandissait. Un soir, alors que je rangeais des vieilles affaires, je tombai sur une boîte oubliée au fond d'un placard. Elle était pleine de souvenirs de Samuel. Des photos, des lettres que je lui avais écrites, le cadeau de mariage qu'il m'avait offert, un collier avec un pendentif en forme de soleil. Je m'assis par terre, le cœur lourd, et je pris une photo. C'était nous, juste après la naissance de Junior. Il me tenait dans ses bras, souriant, son regard si vivant, si intense. Moi, je riais, la tête renversée, pleinement heureuse, ignorant que je serais dans mes bras un homme mort. Une douleur immense m'envahit. Non pas de la peur cette fois, mais du chagrin. Un chagrin pur et dévastateur pour l'amour que j'avais cru vrai, pour la vie que j'avais cru avoir, pour l'innocence de mes enfants qui leur avaient été volés. De grosses larmes chaudes coulèrent sur mes joues, tombant sur la photo, faisant gondoler le papier. Je ne sais pas combien de temps je restais là, à pleurer toutes les larmes de mon corps. Un petit bruit me fit relever la tête. Nelly se tenait sur le seuil de la chambre, en pyjama, son doudou à la main. Elle me regardait, son petit visage sérieux. « Pourquoi tu pleures, maman ?» demanda-t-elle. « Parce que je suis triste, ma chérie. »« Pour papa ?» Le mot, dans sa bouche d'enfant, me transperça. « Oui, murmurai-je. Pour papa. » Elle s'approcha, posa sa petite main sur la mienne. Sa main était tiède, vivante. « Il ne faut pas pleurer, maman. Papa va bien. Il est partout maintenant. Il est dans l'air, dans la terre, en nous. » Ces paroles, dites avec une conviction absolue, me glacèrent. Ce n'était pas une croyance d'enfant, c'était une certitude. « Il nous protège », ajouta-t-elle en souriant, un sourire qui n'était pas tout à fait le sien. Un sourire qui lui faisait trop Dieu. Un sourire que j'avais vu sur un visage qui n'existait plus. Elle se pencha et ramassa le collier avec le pendentif soleil qui était tombé de la boîte. « Il aimait bien ce collier », dit-elle doucement, en le faisant danser devant ses yeux. « Il dit que tu devrais le porter, pour te souvenir de lui. » Je regardai le pendentif, et pour la première fois, je remarquai que le soleil n'était pas un soleil joyeux. Ses rayons étaient trop pointus, trop agressifs. On aurait dit une étoile noire. Nelly me le tendit. « Prends-le, maman. » Je reculai instinctivement, porteur sur ma peau un objet qui avait appartenu à un mort, un objet que ma fille, possédée par son esprit, me tendait. « Non, ma chérie, » dis-je doucement en repoussant sa main. « Garde-le si tu veux. » Son sourire s'éteignit. Ses yeux, si clairs, devinrent opaques. Froid. « Il ne sera pas content, » dit-elle d'une voix plate. Puis, sans un mot de plus, elle tourna les talons et quitta la pièce, serrant le collier dans sa main. Je restai assise par terre, le cœur battant, les larmes séchées sur mes joues. La bataille était perdue. Il ne leur avait pas seulement légué son sang, il leur avait légué sa volonté. Et à travers eux, il continuait à me hanter. Je n'avais plus peur de le voir apparaître dans l'ombre. J'avais peur de le voir apparaître dans les yeux de mes enfants. Les années passèrent, portant le poids de cette vigilance constante. La peur avait fini par s'user, non pas en disparaissant, mais en se transformant en une tristesse résignée, une mélancolie profonde qui teintait chaque moment de bonheur d'une amertume sous-jacente. Je regardais mes enfants grandir, beaux et forts, mais je voyais toujours cette ombre en eux, cette froideur qui perçait parfois dans leur regard, cette connaissance inexplicable qui n'appartenait pas à leur âge. Un dimanche matin, alors que la lumière du soleil inondait notre maison au jaune pâle, je les regardais préparés pour l'église. Junior, presque un homme maintenant, ajustait sa chemise avec une précision qui rappelait celle de son père. Nelly, adolescente, enroulait un foulard autour de son cou avec une grâce héritée. Les jumeaux, espiègles et inséparables, se chamaillaient doucement. Ils étaient là, vivants,
vibrant, mais je sentais toujours ce lien ténu, ce fil d'ombre qui les reliait à un passé mortel. Soudain, une conviction m'envahit, calme et forte. Je ne pouvais plus vivre dans cette peur. Je ne pouvais plus les voir à travers le prisme de Samuel. Ils étaient mes enfants, ma chair, mon sang. Et l'amour, le vrai, devait être plus fort que la peur, plus fort que la mort, plus fort même que la malédiction du sang. Aujourd'hui, nous allons à l'église, mais pas comme d'habitude, annonçai-je d'une voix que je voulais ferme et sereine. Nous allons y aller pour remercier. Ils me regardèrent, intrigués, un silence inhabituel planant entre nous. L'église était pleine de lumière, les vitraux projetant des taches de couleur sur les bancs de bois patinés. L'air sentait la cire et le lilas. Le prêtre parlait de pardon, de rédemption, de la lumière qui chasse les ténèbres. Ces mots résonnaient en moi, trouvant un écho dans la décision qui avait germé dans mon cœur. Quand vint le moment de la communion, je me levai, et d'un geste, j'invitai mes enfants à me suivre. Nous formâmes une petite procession silencieuse jusqu'à l'autel. Je m'agenouillai, et ils s'agenouillèrent à côté de moi, leur présence calme et confuse à la fois. Je ne priais pas pour que l'esprit de Samuel soit chassé. Je ne suppliais pas pour être délivré de la peur. Je fermais les yeux, et je remerciais Dieu. Je remerciais Dieu pour la vie de mes enfants, pour leur souffle, pour leur rire, pour leurs larmes, pour chaque jour passé à leur côté. Je remerciais Dieu pour la force qui m'avait permis de les protéger, même imparfaitement. Je remerciais Dieu, même pour Samuel, pour l'amour que j'avais cru vrai, car cet amour, même trompeur, m'avait donné ces 4 merveilles. Je sentis une chaleur m'envahir, une paix profonde qui n'avait rien à voir avec la magie ou les rituels. C'était une acceptation, une capitulation de la peur devant l'amour. Quand je rouvris les yeux, des larmes coulaient sur mes joues, mais c'étaient des larmes de libération. Je regardais mes enfants. Ils me regardaient, et pour la première fois depuis des années, je ne cherchais pas l'ombre en eux. Je ne cherchais que leur lumière. Junior me sourit, un vrai sourire, sans arrière-pensée, un sourire d'enfant enfin libéré du poids d'un secret trop lourd. Nelly prit ma main et la serra fort. Les jumeaux se blottirent contre moi. À cet instant, je compris. La véritable délivrance n'était pas de chasser un esprit, mais d'accepter que la vie, avec toutes ses ombres et ses lumières, est un tout. Que nos blessures font partie de notre histoire, mais qu'elles ne nous définissent pas. Que l'amour d'une mère est un sanctuaire bien plus fort que n'importe quel sortilège. En quittant l'église, la lumière du soleil me parut plus douce, les couleurs plus vives. L'odeur de terre avait disparu, remplacée par le parfum des fleurs et de la vie. Samuel n'était plus une ombre menaçante. Il était devenu un souvenir, douloureux, mais apaisé. Une part du passé de mes enfants, mais pas leur destin. La leçon fut simple, et belle dans sa douloureuse simplicité. On ne choisit pas toujours les graines que le vent sème dans notre jardin, mais on choisit de les arroser de peur ou de lumière. La véritable magie n'est pas dans les rituels pour chasser les ombres, mais dans le courage d'allumer une bougie, aussi petite soit-elle. Et de croire, malgré tout, que la lumière suffira. Cette histoire vous a marqué? Laissez un pouce si vous croyez au pouvoir de la lumière contre les ténèbres. Abonnez-vous pour plus de récits surnaturels.